Bonjour, moi je suis Bertrand, j'ai cofondé avec Florent, mon associé, qui est ici dans la salle, VTED. Donc on est une marketplace de solutions vérifiées durables. En un mot, pour bien que vous compreniez, on veut être le Amazon B2B du durable. Bon, ça a le mérite d'être clair. Bienvenue Alexis Normand, vous êtes le CEO de Greenly. Oui, bonjour, c'est moi de Légertin. Et donc, c'est Greenly, une société tech qu'on a fondée il y a 3 ans et qui s'est fixé comme objectif de digitaliser le bilan carbone, de rendre universelle la mesure de l'empreinte carbone. On a commencé initialement avec une app mobile pour que les particuliers puissent suivre facilement leur empreinte carbone en se synchronisant avec un tas d'informations, notamment financières, avec leur compte bancaire. Et puis, on s'est rendu compte que ce principe aurait plus d'impact, toucherait plus de monde pour les entreprises. Et donc, on s'intègre à tout un tas de logiciels pour digitaliser l'expérience, abaisser le coût et rendre ça en fait aussi répandu que la comptabilité financière. On va y venir. Et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis directeur économie circulaire du groupe Manutan. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un des leaders de la distribution de produits B2B en Europe dans 17 pays, à la fois les produits dans les bureaux et les produits dans les entrepôts. Et effectivement, sur la partie économie circulaire est très liée au sujet de la table ronde, car le poids environnemental, à la fois en termes d'émissions de CO2 et en consommation de ressources naturelles des produits qu'on utilise au quotidien, est très conséquent. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est intéressant qu'on échange aujourd'hui sur ce sujet. Trois intervenants, trois interventions très complémentaires. On a 30 minutes, donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alexis, je me tourne vers vous. Vous venez de nous présenter donc Greenly, mais j'aimerais avant tout que vous nous parliez des principales évolutions du cadre réglementaire en France, notamment en matière de transition écologique, mais aussi d'émissions de carbone. Et puis vous nous direz quel accompagnement propose Greenly. On verra en tout cas les étapes, mais aussi les slides que vous avez à nous proposer. Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'il existe aujourd'hui en France et en Europe une obligation réglementaire de réaliser un bilan carbone comme votre entité légale à plus de 500 salariés. Il faut le faire tous les 4 ans. Et pour les collectivités territoriales, c'est dès que vous avez plus de 20 000 administrés, si je ne dis pas de bêtises, et c'est tous les 3 ans. Après, vous avez une réglementation européenne qui s'appelle le CSRD qui va abaisser ce seuil à 250 salariés à partir de 2024, mais pour les émissions de cette année. Et donc concrètement, et plus vous aviez déjà les sites industriels très polluants, environ 11 000 qui étaient impliqués obligatoirement dans le marché des quotas carbone. Donc avec la nouvelle directive, vous allez tout d'un coup avoir 50 000 entreprises qui vont avoir une obligation de reporter. Mais nous, notre expérience de tous les jours, c'est que la plupart de nos clients ne le font pas à cause de cette obligation, mais plutôt parce qu'ils sont en fait les fournisseurs de ces grandes sociétés qui ont fixé une trajectoire de décarbonation et qui se rendent compte assez rapidement que pour atteindre leurs propres objectifs, elles doivent engager leur chaîne d'appro. Et donc il y a une obligation business pour de plus en plus d'acteurs de montrer qu'ils mesurent, qu'ils ont décidé de réduire leurs émissions. Et donc c'est plutôt ça le gros du marché. Et juste pour ne pas parler trop longtemps, mais pour apporter un complément, vous avez une obligation transversale pour toutes les entreprises, mais après vous avez beaucoup d'obligations sectorielles qui recoupent en gros les grands postes d'émissions. Donc vous en avez dans les transports, qui est à peu près 30% des émissions françaises. Donc les fabricants automobiles et du coup toute leur chaîne d'appro ont des contraintes de performance d'émissions des véhicules au kilomètre et qu'ils ne respectent pas d'ailleurs. Donc ça les oblige à suivre ça de près. Vous avez la même chose dans la construction avec la réglementation RE 2020 où il faut que les bâtiments suivent une obligation de résultat en fait, d'amélioration de la performance énergétique, etc., etc., dans l'emballage. Et donc, en fait, et dans la finance, juste pour préciser, aussi un règlement européen qui s'appelle le SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui vise en gros à arrêter le greenwashing du label ISR, entre guillemets, où tout est responsable et tout est génial, mais en fait, pas du tout. Et donc là, ça va obliger les fonds qui disent être à impact vert, donc il y a un article 8 et un article 9, plus ou moins,
à reporter concrètement les émissions d'un portefeuille d'investissement pour apporter une vraie transparence à leurs investisseurs. Voilà. Donc, on le voit, tous les secteurs finalement sont touchés. On voit aussi un certain nombre de réglementations. C'est un peu nébuleux aussi pour les entreprises. Dans quelle mesure vous, Greenly en tout cas, accompagne justement au travers de cette plateforme les entreprises? Quelles innovations, mais aussi les services vous apportez pour répondre à ces enjeux? Alors, donc nous, face à ce besoin, on est... j'ai des slides. Vous n'êtes pas obligé. Je suis pas obligé. Il y a toutes les initiales de la réglementation qui arrivent derrière là. Voilà, non mais je suis pas obligé de commenter chaque slide, mais en résumé, on a presque 1000 clients. Enfin, ça dépend comment on compte avec les sous-entités. Je pense que comme la contrainte, elle est sectorielle en fait, et que la plupart des acteurs le font dans une problématique de remporter un appel d'offres avec la mairie de Paris, avec un grand compte, ou pour faire valoir qu'ils ont fait plus d'efforts que les autres. En fait, nous, on a une plateforme qui permet de faire le bilan carbone pour tout le monde, mais on s'aperçoit que comme ça peut être très comme la plupart de ces acteurs démarrent, en fait, c'est la première fois qu'ils s'intéressent au sujet, et que ils ont besoin de concentrer leurs efforts de réduction sur quelques secteurs. On a besoin d'avoir une approche très verticalisée de l'approche, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même expérience pour une société de la tech, une société de commerce, une société de services, une société de finance, parce que tout le monde va mesurer dans l'ensemble ces émissions de la même manière, mais pour avoir un vrai impact, il faut être très très sur le segment qui intéresse le plus ce secteur. Donc dans la tech, la source numéro 1 des émissions, c'est les data centers. Donc il faut être capable de mesurer à la maille de chaque VCPU la consommation d'électricité et qu'est-ce que vous faites pour la réduire ou pour que l'électricité soit moins carbonée. Dans le retail, c'est vos inventaires. Il faut être capable de mesurer chaque produit et si vous choisissez celui-là plutôt que tel autre, qu'est-ce qui va se passer. Dans la finance, c'est où est-ce que vous investissez. Donc c'est est-ce que vous prêtez de l'argent à des gens qui forent des puits de pétrole ou à des gens qui construisent des champs d'éolien. C'est pas le même impact. Donc il y a une spécialisation sectorielle et ça on le mesure. Et après vous avez beaucoup et ça pas trop en France, mais on commence à être de plus en plus aux États-Unis, sociétés qui vous disent je veux que vous nous donniez une certification de je suis neutre en carbone. Et alors on leur dit attention. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne n'est neutre en carbone tant que le monde n'est pas neutre en carbone lui-même, puisque de toute façon, il n'y a pas assez de projets de compensation pour compenser ne serait-ce que 0,1% des émissions mondiales. Donc, il faut d'abord passer à la réduction, il faut sensibiliser, il faut s'engager. Et donc, on a lancé il y a un besoin de mesurer pas juste où vous êtes, mais quels sont vos progrès réels. Alors pardon, j'avais ça c'est plutôt slides. ça. Voilà, non mais peut-être juste pour donc nous, en gros, on digitalise la collecte des données, on automatise tout ce qui peut l'être, donc la compta, on se connecte à des API de consommation électrique, à des API de cloud, à des API de ce qu'on appelle des Product Information Management System, enfin en gros d'inventaire des sites de vente en ligne, etc., etc. Tout n'est pas automatique parce que le réel est complexe et parfois il faut mettre des données manuellement pour rendre ça le plus simple. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de l'obligation légale et de la facilité éventuelle qu'on apporte pour la remplir, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, en tout cas chez nos clients, la volonté de décarboner est associée à une volonté de pérenniser son activité. Et donc, on est rarement dans un cas où l'objectif climat et l'objectif business s'opposent. Il peut s'opposer sur les gros investissements de transition, etc. Mais à court terme, réduire de 10-20% ses émissions, c'est plutôt une bonne chose pour le business de la plupart de nos clients. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais la première étape est facile. D'accord. Alors, du côté de Manutan, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, j'aimerais savoir ce que représentent les défis environnementaux et dans quelle mesure vous êtes, entre guillemets, soumis à cette pression réglementaire. Alors, il se trouve que, comme vous le savez sûrement, on consomme aujourd'hui à peu près 1,7 planète en termes de ressources naturelles. Il y a énormément de ressources naturelles qui vont effectivement manquer dans les sols, des ressources naturelles neuves.
et nous distribuons des produits qui sont faits évidemment à partir de ressources naturelles et de matières. Donc la première chose, c'est comment on fait, et tu l'évoquais sur les émissions de CO2, mais même sur la ressource naturelle, on évalue la pérennité de notre modèle et de la supply chain par rapport à cette évolution. Ça peut être effectivement une ressource naturelle qui va disparaître, ou aussi pour un contexte géostratégique, une raison de concentration des ressources à un endroit, une volatilité des prix énorme. L'acier, par exemple, était à 400 € la tonne à peu près au milieu de l'année 2020, à 1400 € en 2021. Voilà, c'est des choses qui impactent énormément nos fournisseurs et sur lesquelles on doit se concentrer. Donc déjà, les ressources naturelles. La deuxième chose, et tu l'as évoqué, le réglementaire. Je vais juste prendre l'exemple rapidement de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dont vous avez sûrement entendu parler, portée par la secrétaire d'État Brune Poirson en 2019, dont pas mal de décrets d'application sont rentrés justement en vigueur là, début janvier. Deux articles, notamment l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires. Énormément de fournisseurs et puis évidemment Manutan sont impactés. Comment on gère ça pour le bien de l'environnement, mais quoi qu'il arrive, c'est une obligation réglementaire pour donner la meilleure seconde vie à ces produits qui avant étaient directement détruits. Et puis l'article 58, on a trois divisions, enfin une division collectivité publique avec 3 entités qui vendent beaucoup de produits effectivement à des collectivités publiques. L'article 58 explique pour celles et ceux qui ne la connaissent pas que entre 20 et 30% de nombreuses catégories de produits doivent être achetés en termes de volume total, à partir de produits qui ont de la matière recyclée, qui sont de seconde main, qui sont reconditionnés. Et cette offre aujourd'hui, concrètement, sur la plupart de ces catégories de produits, n'existe pas. L'exigence réglementaire ne correspond pas à l'offre sur le marché. Donc ça, c'est extrêmement important. Troisième raison, troisième levier sur les défis environnementaux, les émissions de CO2. J'y reviens pas, tu en as beaucoup parlé, mais par exemple, si on regarde le scope 3 de Manutan, c'est 90%, le scope 3 en lui-même, 80% de nos émissions. Au niveau mondial, l'économie circulaire peut contribuer à peu près 45% des émissions de CO2 au niveau mondial. Autrement dit, si vous voulez vraiment être sérieux sur la réduction de vos émissions, on doit faire de l'économie circulaire sur la partie production, consommation, aller beaucoup plus vers de la matière recyclée ou augmenter la durée de vie de vos produits. Et puis, le dernier point qui est extrêmement important, évidemment, c'est tout ce qui va être autour des clients. Nos clients le demandent énormément, on en parlera un petit peu après, mais c'est vraiment un effort collectif et une direction collective. On est énormément drivé par les demandes de nos clients et de nos fournisseurs pour proposer des nouvelles choses qui prennent beaucoup plus en compte le défi environnemental. On va y revenir juste après, mais avant cela, Bertrand, donc cofondateur de VTED, la marketplace pour tous les achats responsables. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc cette marketplace, mais aussi revenir sur votre parcours professionnel, puisque vous avez travaillé il y a plus de 15 ans déjà chez Patagonia, on peut le dire, qui vous a un peu éveillé justement à cette transition. Exactement, donc il y a une quinzaine d'années, j'ai travaillé chez Patagonia, qui est un des leaders et des références d'économie, d'entreprise durable, qui inspire énormément de leaders aujourd'hui. Et suite à ça, je suis allé travailler dans pas mal de secteurs durables, donc notamment l'industrie du cycle, l'industrie de l'édification, donc comment on éclaire des villes de manière plus durable ou des bureaux de manière plus durable. Et en fait, on s'est rendu compte avec mon associé qu'il y avait finalement une vraie problématique de search. C'est-à-dire que si vous regardez un peu l'économie du B2C, que ce soit LinkedIn, que ce soit Tinder, que ce soit même Google, en fait, c'est surtout des outils qui sont faits pour connecter des humains par rapport à des usages en particulier. Mais il n'y a pas d'équivalent de manière très simple vis-à-vis d'entreprises. Et là, en fait, quand on comprend le modèle des limites planétaires, en fait, on s'aperçoit que toute entreprise, quelle qu'elle soit, donc vous tous ici qui travaillez dans des entreprises, vous allez devoir repenser de A à Z la structuration de votre offre, de vos fournisseurs, de vos sous-traitants, de votre écosystème. Et ça va passer nécessairement par des nouveaux partenaires, des nouvelles collaborations. Et pour ça, il n'y a plus le temps, puisqu'en fait, il y a un très gros sujet qui s'appelle le Green Deal, donc c'est 55 lois votées par la Commission européenne. Il faut décarboner ces entreprises de 55% d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain, c'est 7 ans. On n'a plus le temps de chercher, et ce n'est pas Google qui va apporter les solutions. Donc il y a la nécessité d'avoir une marketplace de solutions vérifié durable, d'où VTED qui veut dire valider, vérifier en anglais, puisqu'en fait, le sujet, c'est pas tomber dans le greenwashing. Donc en fait, il faut que l'acheteur, il arrive sans couture, one-stop shop, il tape sa requête en mode durable, il trouve, il atterrit sur VTED, et parce que VTED, ça veut dire valider, on a bâti un indice avec la plupart des meilleures pontes du secteur en France et en Europe, pour s'assurer que notre indice permettait finalement
de permettre à l'acheteur d'être rassuré sur le produit ou le service qu'il a acheté. On tient à mentionner qu'en fait, on n'est pas juste une marketplace de produits, mais on est une marketplace à la fois de produits et de services, puisqu'on cite souvent cet exemple. Par exemple, vous êtes un maire, par exemple Aix-en-Provence, vous voulez installer des éoliennes chez vous. Alors, est-ce qu'une éolienne, c'est durable ? Bon, on peut toujours en parler, mais en tout cas, c'est plus durable qu'une industrie c'est un débat aussi en tant que émissive. Et du coup, le maire, il va vouloir à la fois trouver un fournisseur d'éoliennes, donc il y a des Européens comme Siemens Gamesa ou d'autres, plus il va vouloir tout un tas d'acteurs serviciels, type une boîte qui fait l'étude du vent pour savoir où implanter les éoliennes, une boîte qui va faire peut-être de l'acceptation sociétale pour savoir si dans le champ de Trucmuche, c'est acceptable ou c'est accepté que l'éolienne puisse implanter. Et donc, ce que veut le client, finalement, c'est OK, je dois me transformer, pas de panique, il y a des solutions, elles sont validées, et en fait, qu'elles soient produits ou services, c'est un non-sujet, puisqu'en fait, finalement, j'ai juste besoin de répondre à mes problématiques. Et avec mes confrères, donc Greenly et Manutan, finalement, on est très complémentaires par rapport à Greenly, parce que ce qu'on a souvent tendance à dire, c'est que Greenly, c'est un peu le médecin, c'est-à-dire vous allez aller chez eux pour identifier vos poches carbonées. On va vous dire, bah là, tu es carboné, là, il faut d'abord que tu agisses ici. Et nous, on va être le pharmacien. On ne peut pas être pharmacien et médecin. Et après, selon le parcours du client, selon, entre guillemets la gravité du mal, bah, soit il va y avoir des médicaments sur ordonnance, ça va passer par du Greenly, et après, parcours client, marketplace, parce qu'ils auront bien identifié leur poche. Ou alors, ça va être de l'achat ou de la solution rapide. Ils n'ont pas besoin de passer par le médecin. Entre guillemets, ils ont un petit mal de gorge ou un petit mal de tête. Boum, de la requête, ils vont sur VTED. Voilà. Et la force de notre modèle, j'en termine par là, c'est qu'en fait, il y a un très fort taux de rétention, puisqu'en fait, tout fournisseur doit évoluer dans sa vertuosité, finalement. On a 3 niveaux d'indice. Mais surtout, tout fournisseur est forcément acheteur. Parce que même Patagonia, avec qui j'ai travaillé, n'est pas vertueux à 100%. Ils ont encore plein de domaines de levier d'action. Ils sont aussi en recherche de solutions. Et à l'inverse, un acheteur n'est pas condamné qu'à acheter. Il peut aussi, lui, se dire, bah, tiens, moi, pour persister et pour être aussi là dans 3, 4, 5, 6 ans, je suis aussi en mesure peut-être de proposer une offre durable et je vais la proposer. Et le fait qu'ils aient acheté chez nous, ils ont la connaissance du modèle, ils savent comment ça fonctionne, et donc ils se disent, bah, OK, moi je propose mon offre, elle passe par notre SaaS de validation, et si la solution s'avère durable, ils sont aussi vendeurs. Et donc il y a cette double récurrence, et qui fait qu'il y a un très très fort taux de rétention. Merci Bertrand. Alors, il y a quand même une question que se posent les entreprises, c'est par où je commence concrètement ma transformation durable ? Qu'est-ce que vous proposez ? Comment est-ce que vous permettez de faire la différence aux clients entre toutes les solutions ? Parce que c'est vrai qu'entre le cadre, entre les actions qu'on doit mettre en place au préalable, entre le modèle économique, voilà, ça fait quand même un cheminement aussi qui est très important. Donc, par où on commence ? Alors déjà, on va travailler en écosystème, hein, donc c'est-à-dire on a nos amis qui sont à côté. Certains vont nous ramener du lead, ou à l'inverse, on va leur en ramener aussi, parce que finalement, je sais que vous avez fait une très belle levée. VTED, demain, un acteur, je ne sais pas, on va parler d'un Autrichien, il déboule sur le marché, il ne connaît pas les acteurs du bilan carbone en Autriche, il va passer sur VTED Autriche lorsqu'on ouvrira ce pays, et on va aussi référencer les acteurs du bilan carbone. Donc ça peut aussi bien arriver via des tiers, via nous. Et en fait, soit nous, notre job, c'est de super bien référencer les produits et les services. Comme ça, je vais taper un exemple style cabinet de conseil en études du vent pour éolienne. Boum, c'est bien référencé, ça tombe chez nous, il atterrit, il prend contact avec la partie soit servicielle, soit produit, il achète. Mais tout autour, on a développé donc aussi bien des podcasts qui s'appellent Systémiques pour apporter une dimension un peu systémique, une grille de compréhension aussi bien aux décideurs qu'aux managers, aux stagiaires. On a développé aussi des news, donc qui sont segmentés selon les décrets, selon l'écosystème, selon l'actualité, pour vraiment le jouer en mode, comme on a souvent tendance à dire en interne, un peu McDrive, donc c'est-à-dire une info validée de qualité, mais très accessible, et qui permettent à un décideur qui n'a pas forcément le temps d'avoir accès en 5, 10, 15 minutes à un condensé d'informations. Et ensuite, on a donc une chaîne YouTube qui va aussi bien filmer des fournisseurs de solutions, parce qu'on en a eu un peu marre d'entendre les solutions existent, comme si c'était la solution à tout. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on ne sait pas si elles sont valables, on ne sait pas où elles se trouvent. Donc on veut vraiment montrer qu'il y a des vrais fournisseurs de solutions incarnés, et aussi ce qu'on appelle les VTED Stories, où on va chez des acheteurs
filmer finalement leur transformation pour être inspirant auprès d'autres acteurs, soit concurrents directs, soit d'autres secteurs d'activité, pour qu'ils puissent suivre et comprendre et voir qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui s'attaquent aux problèmes. Et ça peut commencer, comme on dit, par de petits pas. Donc ça peut être acheter de la formation, faire un bilan carbone, faire du reporting carbone, rentrer dans l'économie circulaire, passer par une banque qui fait de l'investissement durable. C'est systémique. Donc en fait, il n'y a pas un ordre 1, 2, 3, 4 selon le secteur, selon la problématique, selon... mais quoi qu'on en soit, enfin, quelle que soit l'étape de transformation du client ou de prise de conscience, il a de toute façon la réglementation derrière lui qui va tôt ou tard le contraindre à se mettre dans les rails. Sinon, le climat, j'ai envie de dire presque la vie sur Terre, risque d'être un petit peu compliqué, quoi. Très bien. Chez Manutan, quelles innovations concrètes vous avez mises en place ? Alors, il y en a pas mal de petits médicaments, antibiotiques ou homéo, je ne sais pas, qui sont à la fois pour les fournisseurs et les clients. D'abord, côté fournisseurs, c'est un contexte très stressant pour eux. En dehors effectivement du contexte général de la crise, puisque il y a cette demande client d'avoir des produits dits plus responsables. En termes réglementaires, je vais juste ajouter dans le paquet économie circulaire du Green Deal toute une directive autour de l'éco-conception qui est en train d'essayer de réfléchir à l'interdiction de la vente de produits dits non durables sur le territoire européen, ce qui est absolument délirant quand on y pense. Reste à définir ce que ça veut dire exactement non durable. Et puis on réfléchit même à des innovations comme le passeport numérique de n'importe quel produit, ce qui voudrait dire que vous seriez obligé, en tant que vendeur, distributeur, d'avoir pour chaque produit un jumeau numérique où il y aurait toutes les informations comme d'où proviennent les ressources naturelles qui constituent le produit, où est-ce qu'il a été vendu, est-ce qu'il a été reconditionné, etc. Donc quand vous êtes fournisseur, vous vous sentez un peu perdu et vous retournez du coup potentiellement vers vos gros partenaires, dont Manutan qui est un distributeur. Et donc on réfléchit avec eux sur ces sujets. Une chose qu'on a commencé à faire avec une dizaine de fournisseurs, c'est tout un pilote autour d'un score d'impact global. Lorsque vous êtes fournisseur tout seul, peut-être que vous n'avez pas les moyens pour réfléchir à ça tout seul, pour payer un cabinet de conseil, et puis vous vous dites que si vous le faites tout seul, ça n'aura pas beaucoup de poids. L'effet, effectivement, plateforme de Manutan va vous donner confiance à réfléchir à ça à plusieurs. On est dans un contexte où aujourd'hui, il n'y a aucune mesure de la circularité ou de la norme de produits qui est au niveau mondial. Il y a l'AFNOR qui réfléchit dans le contexte d'ISO avec 90 pays pour la France sur une nouvelle norme autour de la circularité. Mais sinon, vous n'avez rien de défini. Donc, c'est extrêmement stressant. Et on les aide là-dessus en travaillant sur toutes les caractéristiques possibles d'un score d'impact global qu'on va pousser progressivement à nos clients pour qu'ils puissent faire leur choix. Ça, c'est sur la partie fournisseur. Sur la partie offre par ces fournisseurs, on a créé une offre dite responsable avec des critères très précis. Ce sont des produits qui ont à minima 25% de matière recyclée, des produits de seconde main, des produits reconditionnés. Et aujourd'hui, c'est plus de 73 000 produits dans le catalogue Manutan. Et pour vous donner un exemple, valeur très concrète, c'est à peu près 13,4% du chiffre d'affaires global. Donc évidemment, ce n'est qu'un début, il faut y aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, l'idée est de pousser de plus en plus effectivement cette offre responsable. Et dans les différents outils qu'on peut développer pour aider le consommateur, l'acheteur à faire son choix, toujours mettre en valeur ces produits-là, plus que les autres, et progressivement d'arriver à donner les informations sur les évitements d'émissions de CO2. Autrement dit, à la fin de l'année, un acheteur en général va regarder la réduction des coûts de ses achats. Demain, il regardera aussi la réduction des émissions de CO2 et des ressources naturelles rares qu'il a pu faire grâce à ses achats. Dernière partie, gros chantier d'innovation chez Manutan, les services, particulièrement autour de l'économie circulaire. Moi, j'avais cofondé une boîte qui s'appelle ZAC en 2016 dans la lutte contre le gaspillage des produits électroniques. On est sur plus de 57 millions de tonnes de déchets électroniques annuellement produits. Tu évoquais les data centers, 80% d'empreintes numériques des organisations. Aujourd'hui, ce sont les terminaux, donc les téléphones, les ordinateurs, etc. Et on a développé tout un service vendu aujourd'hui par les divisions en France, Manutan France pour les entreprises et Manutan Collectivité pour les collectivités publiques, pour collecter tous ces produits usagés et leur donner la meilleure seconde vie en réemploi, à travers du recyclage, la réparation, du don à des assos. Et on donne à la fin un bilan RSE complet dans lequel notamment nous évoquons l'évitement des émissions de CO2 avec une méthodologie validée par l'ADEME qu'on a travaillé avec eux. Et demain, on réfléchit à déployer ce service sur d'autres catégories de produits pour aider, lorsqu'un client achète, à faire en sorte qu'il puisse avoir une solution sur donner une seconde vie aux produits dont il n'a plus besoin
Et on explore enfin l'économie de la fonctionnalité autour de la réparation, autour des modèles d'abonnement. Je sais que ça a été évoqué tout à l'heure. Car un pilier de l'économie circulaire, c'est évidemment, encore une fois, l'allongement de la durée de vie. Et le service économie circulaire est en général une réponse extrêmement concrète pour continuer à faire du business dans un contexte où tout le monde a l'objectif de la neutralité carbone avant 2050, si possible. Merci Pierre-Emmanuel. Alors Alexis Bertrand en parlait tout à l'heure, il y a un enjeu autour de l'acculturation de ces enjeux. On le voit aujourd'hui, les salariés se tournent vers des entreprises engagées pour faire écho à leurs attentes, mais aussi à l'instar de l'engagement fournisseur dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous proposez l'engagement salarié. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On propose plusieurs types d'engagement, mais ce qui fait écho aussi à la question d'avant de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Donc, pour le coup, on n'a pas inventé la méthode du bilan carbone. Il y a cette idée de on fait la photo, il faut sensibiliser toute l'organisation. Donc, c'est un des piliers du bilan carbone dans la définition française du terme. Et en fait, sensibiliser plus largement l'écosystème, donc les fournisseurs notamment. Et parce que si on veut ensuite, c'est la troisième étape, mettre en œuvre une stratégie net zéro, il faut que les équipes y adhèrent un minimum. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait la photographie d'une organisation, comment est-ce qu'on rend ce diagnostic actionnable ? Tu parlais de la métaphore du médecin et du pharmacien. Bon, je veux dire, sur le papier, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il suffit de lire le dernier rapport du GIEC sur qu'est-ce qu'il faut faire. En gros, il faut tout électrifier et il faut que l'électricité elle-même devienne décarbonée. Sauf que et il faut réduire sa consommation d'énergie fossile en parallèle, voire d'électricité. Donc ça, on sait, mais ce qui est compliqué, c'est de le faire vraiment. Et donc, il faut arriver à se brancher sur des logiques qui créent progressivement une sorte de pression plus ou moins douce à l'action. Donc, les salariés en font partie. Nous, nous on fait un SaaS. Donc, juste pour que notre solution soit un petit peu sticky à l'américaine, adhère, il faut que si quelqu'un décide d'arrêter de faire son bilan carbone, il faut que les gens s'en aperçoivent. En fait, juste en appliquant le standard du bilan carbone, déjà, on sollicite les salariés pour mesurer leur contribution aux émissions de leur entreprise, qui commence par ses déplacements professionnels, mais aussi simplement ses déplacements au jour le jour, son usage pour aller au travail, son usage numérique, etc. Il y a une question quand même de savoir comment bien communiquer, éviter quand même aussi le greenwashing. Ça aussi, c'est un enjeu. Donc on commence par la mesure, oui. Et après on enchaîne sur la formation. Et la formation, c'est d'abord effectivement une formation aux enjeux du réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce que c'est que de quoi parle-t-on, de combien de tonnes, à quoi ressemble le mix énergétique. Et puis après, ça se décline par secteur, le numérique, l'industrie, l'alimentation, les transports, etc. Et en fait, on fait badger les gens. On ne certifie pas que les organisations, on certifie les individus. Et pas seulement celui qui fait le bilan carbone de l'organisation, mais ceux qui deviennent un peu les champions du sujet. Alors, ça, c'est les salariés. Et après, on essaye donc, on a développé une sorte de module d'engagement où on fait onboarder des gens qui ne payent pas sur notre SaaS. Et ce qu'on commence à faire maintenant, c'est la même chose sur les fournisseurs. Et donc, il y a aussi... Et en fait, les fournisseurs, je veux dire, plus les entreprises sont petites, plus les gens découvrent le sujet. Donc, quand vous parlez à des directeurs de RSE, en général, ils savent, ils connaissent ils sont au courant des enjeux, mais plus vous allez vers des structures petites, plus ce sujet est quelque chose qui est nouveau. Non pas que les gens soient ignorants des questions en général, mais ils ne voyaient pas clairement encore en quoi ça les impactait en tant qu'organisation. Et donc, on peut être le canal de sensibilisation. Et concrètement, en fait, c'est aussi une demande de mesures plus fines, non pas en moyenne, qu'est-ce qui se passe quand j'achète 1000 € chez un fournisseur de betteraves, mais concrètement, vous, qu'est-ce que vous avez fait en tant que fournisseur ? Et donc on mesure et on score selon des grilles qui ne sont pas tellement inventées, en fait, parce que le CDP et autres les a déjà fait, mais juste à adapter pour des plus petites structures. Et donc, qu'est-ce qu'on mesure ? La transparence, la fixation d'une trajectoire, le fait qu'ils aient sensibilisé leurs salariés ou leurs fournisseurs eux-mêmes,
et qu'ils aient mis en œuvre des plans d'action, qu'ils aient une stratégie de réduction. Et donc cette transparence, on essaie de la mettre ensuite dans notre SaaS. Et c'est comme et en fait, une fois que vous avez un score des fournisseurs, c'est un peu ce que tu évoquais, ça permet de créer. On discute beaucoup avec des logiciels d'achat pour que les mesures qu'on produit chez Greenly, elles puissent être utilisées par les logiciels d'achat. Et on s'aperçoit que ça peut être des critères d'inclusion ou d'exclusion d'appel d'offres. Évidemment, ce n'est pas le seul, mais plus il devient important, plus on essaye d'enclencher ces cercles vertueux. Voilà. D'accord. Et nous, rapidement, en fait, la marketplace, on la veut vraiment très simple d'utilisation, rendre la complexité simple finalement. Donc ça va être aussi bien accessible auprès d'un comité de direction que limite d'un stagiaire ou d'une personne qui vient de rentrer. Ça, c'est très important parce que la transformation et l'engagement, finalement, il vient aussi bien d'en haut que d'en bas. Et en plus de ça, on a signé donc très récemment un partenariat avec une école qui s'appelle la School of Impact. Et on fait travailler toute une promo entière sur comment simplifier et rendre encore plus accessible la transformation des organisations via notre marketplace. Donc il y a des très gros focus group sur l'UI, l'UX, le wording, le parcours utilisateur aussi bien fournisseur qu'acheteur. Ça va donner de très très beaux résultats puisqu'il y a une V2 là qui va sortir d'ici Q2, Q3. Et finalement, notre obsession, c'est rendre le complexe simple, mais pas simpliste. Voilà. Et c'est pour ça que ce qui va nous tenir, c'est vraiment le nom VTED avec ce côté validé, vérifié. Toute l'ossature derrière qui est vraiment unique sur le côté assessment et octroi de l'indice VTED pour vraiment rassurer l'acheteur sur le fait qu'il peut vraiment venir en confiance et acheter les yeux fermés chez nous, que ce soit encore une fois un stagiaire, un C-level, un manager ou même un sous-traitant, que plus personne n'ait l'excuse de dire soit je ne savais pas ou je n'ai pas compris. Vraiment, on fait tout ce travail-là. C'est un travail de titan. On est en bonne voie de le faire et on est là pour vraiment pour aider les boîtes et les organisations publiques à se transformer, puisqu'en fait, finalement, l'énergie que beaucoup d'entre nous, je m'inclus aussi dedans, on a mis il y a encore des années à aller chercher la croissance, à finalement mettre un peu de côté la planète, toute cette énergie, on doit la retourner pour aller chercher la performance sur la décarbonation. Et la flèche, plutôt que de monter, elle descend. Mais c'est un peu le même défi, c'est un peu les mêmes logiques. Et une fois qu'on rentre dans ce mindset-là, en fait, on se prend vite au jeu et on s'aperçoit que c'est faisable dès lors qu'on a la volonté. Surtout qu'encore une fois, c'est pas si complexe que ça, quoi. Ça se fait. Ça paraît, mais ça l'est pas. Il faut pas se mentir à soi-même. Et puis au final, c'est comprendre qu'on n'habite pas sur Mars ou sur Pluton, que finalement on regarde le ciel, mais la couche dans laquelle on balance tous les gaz à effet de serre, elle fait que même pas 10 km. Voilà, donc en fait on charge. Donc il y a un moment donné, la baignoire elle va exploser. En termes de biodiversité, l'être humain dépend de 40 000 ressources. Chaque année on tape un peu plus dedans, donc à un moment donné... là, on dit c'est pas grave les abeilles, c'est pas grave ci, c'est pas grave ça, mais en fait derrière il y a plein de chaînes qui en dépendent et tôt ou tard ça va nous retomber dessus. Voilà. Et le côté qu'évoquait Pierre-Emmanuel sur les ressources, nous on parle avec notamment le secteur minier ou le secteur automobile. Faut quand même se rendre compte que notamment sur le cuivre ou l'aluminium, il se peut qu'il n'y en ait plus du tout, ou en tout cas qu'il y en ait, mais plus dans des conditions extractibles économiquement rentables. On parle d'un horizon, selon les métaux, 2 à 5 ans. Donc, ce n'est pas dans 50 ans. À la fois des enjeux très concrets, mais aussi des choses très concrètes en termes de ressources. Pierre-Emmanuel, un petit mot de conclusion. Il m'a déprimé là, quand même. Il faut se dire les choses. Je suis 100% d'accord avec toi, mais bon, quand même. Non, un petit mot de conclusion rapide, c'est juste sur comment on va s'en sortir du coup. Je pense que la notion aujourd'hui de plateforme de numérique est, pour faire le lien avec ça, hyper importante parce que seul le collectif peut permettre de s'en sortir. Là, l'idée, typiquement à la fois de la mesurer tout seul dans son coin, ça ne sert à rien. Une plateforme de solution permet évidemment de choisir la bonne et d'avoir un panorama un peu global. J'évoquais tout à l'heure la notion des fournisseurs qui, de manière autonome, ne pourraient pas aller vers l'évaluation de leurs propres produits et donc pas convaincre le consommateur. C'est pareil, c'est encore un effort collectif. Et puis, dernier point, sur de la collecte de produits usagés, vous ne conduirez jamais
vous-même assez d'usines de reconditionnement sur toutes les verticales produits, donc vous avez besoin d'intéresser plein d'industriels. Donc il faut avoir une approche aussi collective et mutualisée sur la gestion vraiment de ces produits usagés pour qu'ils ne deviennent justement pas des déchets directement. Donc en fait, à chaque fois qu'on réfléchit à ce problème, on est obligé de faire des partenariats, de réfléchir ensemble. Et c'est là aussi où c'est à la fois extrêmement compliqué, mais autrement extrêmement enthousiasmant pour qu'on arrive, encore une fois collectivement aussi, à obtenir la neutralité carbone.